Bah, merci beaucoup d'être avec nous, Nathalie, dans la boîte ce soir pour Un cette plaisir. soirée. Et, euh, et je te propose, avant de parler de tes livres, même si on voit déjà cette couverture, avec ce titre, moi, qui m'a donné très envie, le pitch de ce livre m'a donné encore plus envie. On va évidemment en parler, mais avant, tu n'y couperas pas. On va passer au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Ça va nous permettre de faire un peu plus connaissance. Et puis, vous qui nous écoutez dans le chat, vous pouvez jouer, parce qu'elle ne voit pas vos réponses. Comme ça se passe bien. Non! Vous pouvez jouer. Attention, ça va très très vite. Et donc, il faut être au taquet. Nathalie, si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi en quelques mots? Oh, la taille de de ma table de chevet, elle est comment? Non, il n'y en a qu'un seul, j'imagine. Je ne sais pas, étrangement, le premier qui est venu comme ça, c'est Les Voix d'Anubis, qui est un livre de littérature de l'imaginaire, qu'on appelle. Parce que je crois qu'il m'a, à un moment donné de ma vie, complètement bouleversée, parce que c'est une espèce de voyage dans le temps, dans l'espace, dans l'esprit de créateur, d'autrice et d'auteur. Et il y a une espèce c'est un manège immense qui coupe les frontières de l'espace et du temps, qui se fait rencontrer des gens qui n'auraient aucune chance de se rencontrer, et leur rencontre est forcément extrêmement créative. Et c'est marrant parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas pensé à ce livre, et ta question là, Elle a réveillé c'est ça, faufilé là, à toute vitesse, c'est comme ça. incroyable. La puissance de l'esprit, et quand tu parles d'interaction entre les personnages, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression qu'on va en reparler ce soir. C'est une C'est brillant. intuition comme ça qui est complètement bizarre. Et en attendant, si tu étais un format, est-ce que tu serais un format poche, un grand Mmh. format, e-book, audio, une bande dessinée, autre chose? Je serais le format qui existe quasiment plus maintenant. C'est entre le grand et le format de poche. C'est le semi-poche. Euh, voilà, j'ai mis longtemps à comprendre que ça existait. Avec ma compagne, c'est toujours la blague. Je me demande, c'est un poche ou un semi-poche? Le semi-poche est un tout petit peu plus grand que le poche, et donc un petit peu plus petit que le grand. Et souvent, je trouve que en main, il y a quelque chose de plus confortable que le grand, que je trouve un peu encombrant. Et le petit, j'ai toujours peur de l'abîmer. Et ça, abîmer un livre, honnêtement, c'est Et mes donc, limites à la toi, maison. tu n'es pas dans l'équipe des gens qui cornent les pages. Pas du tout. Et c'est reparti pour le débat. J'adore faire ça. Je suis un peu fouteur de merde, Mais faut j'avoue. comprendre, hein, donc Ok. le semi-poche, qui est souvent très créatif aussi sur ses couvertures. Voilà. Si tu étais une maison d'édition, ou la caractéristique d'une maison d'édition à laquelle tu tiens beaucoup, quand tu signes par exemple un nouveau contrat. Là, c'est une question énorme, ça. Hein. La caractéristique, je crois que c'est l'accompagnement bienveillant. C'est-à-dire, effectivement, moi, j'ai besoin d'avoir des interactions avec les éditeurs ou les éditrices pour bonifier mon écriture, parce que je pense que c'est un travail permanent. Voilà. Que j'ai des angles morts, comme tout le monde, et que ce savoir que des éditeurs et des éditrices qui en sont réellement est extrêmement précieux et bienveillant, même si c'est un mot voilà, qui est un peu galvaudé. Je veux dire, dans le respect de mes intentions, en tout cas, et de mes idées. Et je suis totalement capable, et je l'ai fait avec les crevards, de remettre, de tout réécrire s'il le faut, dans la structure, mais qui est le respect de ce qui me tient le plus à cœur dans le message, ou en tout cas ce que j'ai envie de transmettre à mes lectrices et mes lecteurs. Ça, on ne peut pas toucher. L'intention. J'aimerais. Ouais, l'intention, elle m'appartient. Mhm. La bonification, j'en demande. Moi, on me demande de réécrire la moitié d'un livre pour qu'il soit encore de meilleure qualité. Je suis hyper OK, même. J'adore. Ça m'oblige à aller plus loin, aller au-delà de mes limites, à ne pas me contenter de mes habitudes. Et j'adore ça.
Si tu étais un rayon dans une librairie, vers quel rayon te dirigerais-tu? La littérature de l'imaginaire. Voilà. J'ai quelques synopsis dans mes cartons, hein, et ça tombera un jour, hein, je vous le dis, parce que Parce que c'est pas encore ça fait pour reste l'instant. Non, c'est pas encore fait pour l'instant. Mhm. Et ça reste ma littérature de réconfort, d'émotion, de découverte. En général, c'est le premier vers lequel je vais. Et pour les gens qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais été dans la littérature de l'imaginaire, c'est quoi l'ingrédient qui te plaît particulièrement? Pour les personnes qui savent pas du tout de quoi on est en train de parler, c'est quoi? Parce Alors, que une histoire, c'est souvent imaginé. Alors les gens, ils se disent, mais c'est c'est vrai, pas de absolument. l'imaginaire. Et c'est un rayon très spécifique, hein. Qu'est-ce qui te tente, Oui, toi, et puis, là-dedans? en fait, cette terminologie, elle est nouvelle, hein, parce qu'avant c'était science-fiction ou fantasy, ou voilà, donc ça coupait encore plus en petits morceaux. Moi, j'aime pas les cases, mais alors là, on est un peu obligé de le faire, je crois. Donc, ça va être une littérature. Déjà, en entendant science-fiction, fantasy, on voit qu'il va vraiment créer des mondes ou dystopie, enfin vraiment quelque chose qui n'est pas ancré dans ce que l'on vit ici et maintenant, qui apporte soit de la magie, soit un monde parallèle, soit une projection dans le futur lointain, une projection politique, une projection technologique, voilà, donc qui se permet de réinventer complètement le monde proposé. C'est-à-dire que en fait, c'est vraiment des petits mondes entiers, encore plus que dans la littérature habituelle, quoi. Et dans lequel je pense qu'on peut parler de tout, qu'il n'y a pas forcément une très bonne presse, en France en particulier. Et je trouve ça dommage, mais bon, parce qu'il y a ce côté aussi très français de classer, et à partir du moment où on classe, on hiérarchise. Et ça, voilà, ceux qui connaissent un peu mon travail sur les discriminations et tout ça, je ne suis pas une grande fan des classements et des hiérarchisations. Je trouve que Et ça c'est pas au aussi, service. on va en parler, évidemment. Si tu étais un marque-page, avec quoi aimerais-tu marquer la page? Un dessin de mes enfants. Alors maintenant, ils n'en font plus parce qu'ils sont grands, c'est des adultes, mais j'avoue qu'un dessin de mes enfants, j'en ai pas mal utilisé. Si Voilà. tu étais un personnage. Un personnage secondaire. Le personnage, un bon personnage secondaire qui est totalement au service de l'histoire et non pas au service de son ego. Si tu étais un temps de conjugaison, dans ce beau Becherel qui est le nôtre. Le passé simple. C'est avec ça que tu travailles quand tu écris? Passé simple? Non, pas du tout, non. Non, j'écris plutôt au présent. Mais comme je fais beaucoup d'allers-retours, après la concordance des temps, quand on est sur plusieurs niveaux d'écriture, dans son propre livre, c'est un vrai sujet. C'est une vraie complexité. Donc j'écris plutôt au présent, et puis ensuite à l'imparfait, plus que parfait. Mais autrement, je crois que à ta question, je réponds ce que j'aimerais un jour faire, c'est écrire au passé simple. Et je le ferai. Et voilà, c'est décidé ce soir, c'est noté. Si tu étais une musique ou la bande-son, par exemple, de tes livres, ce serait quoi? Un groupe, un morceau, un instrument? Tu as carte blanche, comme souvent dans la boîte. Je sais pas si ça a un rapport avec mes livres, mais je suis passionnée par la musique médiévale, qui est extrêmement riche, beaucoup plus riche que ce qu'on pense d'ailleurs, parce que ça aussi, elle est un peu laissée de côté. Et à mon avis, elle pourrait s'adapter à plein de moments dans mes livres. La musique médiévale, 12e, 13e siècle, c'est un peu pointu. Il y en a sur Spotify, c'est un miracle. N'hésitez pas à aller voir. Eh bien, on n'hésitera pas. Si tu étais un signe de ponctuation sur ce joli clavier que tu utilises si bien, sur quelle touche as-tu envie de t'acharner?
m'acharner. Je sais que je ne mets pas assez de virgule, donc je pense qu'il faudrait que je sois un petit peu plus virgule que je ne le suis. Et je ne suis pas du tout point-virgule. Autrement, le point. J'aime beaucoup les points. Ouais. Je trouve même dans ce qui est écrit autour de nous, sur les affichages et tout, je trouve que ça manque de points. J'ai envie, avec un marqueur, de mettre des points à la fin des phrases. Mais je vais bien, hein, je vous promets. Il suffit d'avoir un gros marqueur et ça passe. Les chroniques du polar qui nous dit qu'il faut écouter de la musique viking comme, je connais pas, Wardruna. Ah je sais pas oui, comment on prononce, oui. mais écoute, je note, parce que moi j'aime bien tout ça. Et un petit dernier pour la route, Nathalie. Si tu étais un verbe, lequel choisirais-tu? Agir. Encore et toujours. C'est toujours. Oui. Agir. J'ai envie de commencer de continuer cette petite discussion avec toi, mais par remercier des personnes. Vous aimez bien quand je le fais, mais moi aussi. Merci beaucoup à Anthony, avec la participation de sa femme, hein, j'insiste. On s'y est mis à tout plein pour te concocter un tas de questions ce soir. Puis il y a tous les gens qui nous écoutent, évidemment, pour l'instant. Vous pouvez dans le chat rajouter vos questions, je les note au fur et à mesure. Vous me connaissez, j'adore faire ça. Et la première, elle est simple et compliquée, mais tu vas voir, tu vas te retrouver comme dans ton jardin. Imaginons que je sois un visiteur en salon du livre. Là, je suis un visiteur et je me promène. Mais je fais super bien le visiteur, je sais. Soudain, je m'arrête devant toi. Qu'aurais-tu envie de me dire pour te présenter? Parce que ça arrive souvent quand on est dans les salons, évidemment. Oui. Que dirais-tu de toi à quelqu'un qui ne te connaît pas et qui arrive à ta table? Bah, déjà, je dis bonjour. Hein. C'est pas mal. Bonjour. Déjà, en général, quand quelqu'un arrive, je demande soudain une question. Parce que voilà, vous faites le plaisir de vous arrêter devant mon stand. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous a attiré. Donc, n'hésitez pas. Au début, globalement, non, il n'y a pas de question. Il y a une curiosité. Et donc, je préfère être tout de suite très, très cash. Et ce que je dis toujours, c'est que dans mes livres, et c'est pas du tout pour non plus mettre de hiérarchie ni quoi que ce soit, mais pour que ce soit clair, pour que les gens ne perdent pas leur temps. Parce que dans les salons, on a envie d'aller voir tout le monde. Que voilà, on reste quand même sur une gestion du temps. Je dis que dans mes livres, il n'y a pas d'enquête policière. Il n'y a pas de détective, il n'y a pas de tueur en série ou de tueur identifié. Voilà, c'est son choix personnel. Je vais vraiment à la source de ce que j'appelle le roman noir social, en fait, qui est ce roman qui a l'autorisation d'aller fouiller dans tous les tiroirs, qui a l'autorisation du tabou et de parler des tabous. Donc, ça donne une idée déjà un peu précise. Donc des gens partent, des gens me remerciant, parce qu'effectivement, c'était pas ce qu'ils cherchent, donc ça leur fait gagner du temps. Parfois, ils reviennent quand même, plus tard quand même. Et que, voilà, moi, en lien avec mon expérience sur le terrain, mon expérience professionnelle par ailleurs, mon autre profession, je suis en lien avec les violences ordinaires, qu'on appelle ordinaires, qui sont déjà très largement suffisantes, celles qu'on se fait à soi-même, aux autres, celles que la société nous ferait subir, qui sont déjà, si on devait chercher pour moi un tueur en série, je pense que l'organisation sociétale en est un. Et que donc c'est de ça dont je traite avec la grammaire spécifique du thriller, malgré tout, parce que je pourrais aussi utiliser d'autres grammaires. Donc avec la tension, avec voilà, le travail du rythme, avec la spécificité. Et parce qu'effectivement, il y a cette espèce d'autorisation très étrange et du coup hyper sympa, comme un badge d'accès à tout et à tous les endroits, et toutes les ombres, et toutes les caves, et tous les greniers. Et que ce n'est que nous, je ne parle que de nous, de nos parts monstrueuses. Voilà, donc soit les gens restent, et on peut continuer à discuter de ces parts monstrueuses, soit ils partent, et c'est pas grave, parce que moi, honnêtement, d'avoir pu partager ça déjà, je suis hyper contente. Eh bien écoute, dans le chat, on a des gens hyper contents aussi, parce qu'il y a Locat qui dit « Bon souvenir de ma rencontre avec Nathalie, qui est venue dédicacer ses livres à Jette,
Elle sait donner envie de découvrir ses livres. Bon, on va encore le revoir ce soir, mais oui. Et puis Nelly, bon souvenir pour moi de Quai du Polar. Oh, À mon avis, merci. tu vois, donc les personnes s'en souviennent, passent de bons moments. On va profiter de ton passage dans la boîte pour parcourir tes publications entre romans et essais. Tu as un peu brossé ce qui allait nous arriver ce soir, donc c'est très très bien. Je te propose de commencer par le petit dernier, au titre, que je le disais, plein de promesses, Les Crevards. Je vous ai mis la couverture juste là en dessous. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi parle ce roman? Mon petit doigt me dit que le pitch va beaucoup me parler, parce que je l'ai lu, et ça m'a beaucoup fait rire. Avec tout ça, tout ce qu'on est en train de faire, évidemment, ça ne peut que me parler, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi je suis en train de parler? Oui, parce qu'en fait, alors, je suis moi-même formatrice en communication non violente, pour que l'histoire soit pleine dans le pitch. Donc, c'est l'histoire d'une session, la dernière session d'une longue série d'une semaine de communication favorisant la coopération, je peux parler de communication non violente, qui se passe en visio, voilà, c'est là où nous sommes, et le formateur est dans un grenier. Je suis dans un grenier. Et j'étais un jour comme ça en train de former, je me dis, et là, si quelqu'un derrière moi apparaissait et que c'était pas prévu. Et voilà, donc je me suis fait peur, et je me suis dit, c'est une bonne idée de départ de roman. Après, il fallait écrire un truc derrière quand même, parce que c'était pas suffisant. C'est mieux. L'idée, c'est, alors les crevards, il faut revenir sur ce titre. Je suis très heureuse que la maison d'édition l'accepte d'ailleurs, parce qu'il est un peu brutal. À l'origine, c'est le nom qu'on donnait aux enfants mort-nés. Je suis très férue d'étymologie, parce que je trouve que ça dit beaucoup. Et ce mot s'est très rapidement transformé pour désigner effectivement, de manière très négative, celles et ceux qu'on considère comme des moins que rien, voilà, le rebut de la société, qui ne mérite même pas notre intérêt. Moi, je travaille sur le terrain, en milieu pénitentiaire, mais pas que en milieu pénitentiaire, aussi en banlieue, dans des endroits où effectivement il y a des gens en grande précarité, pas que financière, parce que c'est pas que l'argent. Les crevards de ce côté, juste ils veulent du fric, quoi. Pas du tout ça, je veux dire ça. Et ce sont des gens qui n'ont pas la parole, et ils ont énormément de choses à dire. Et je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux leur donner leur parole autrement que d'habitude, c'est-à-dire dans une situation où ils sont chez eux, en fait, c'est-à-dire dans le lieu où on les attend. Et donc, j'ai fait rencontrer deux populations qui ne se rencontrent jamais, qui vont être ces gens qui ont cet espace intérieur et financier, si on veut, de passer une semaine pour être formés en visio sur la communication, la coopération. Donc, c'est mon petit brocard de moi-même, et en ayant un avis à peu près sur tout, très d'ailleurs, c'est pour certains inquiets de l'état de ce qu'ils appellent les vulnérables, tous ces mots qui sont vraiment des mots qu'on entend socialement, et qui donc dans le confort de leur vie, où ils sont sûrs de pouvoir manger tous les jours, pouvoir avoir un toit, pouvoir assurer à leurs enfants leur sécurité, en l'espace de repenser la société avec ce mot, donc bienveillance, qui est un mot magnifique, mais qui maintenant est utilisé, il a été galvaudé de manière assez odieuse. Et je ne veux pas dire quoi, parce que là, autrement, je dévoile trop du roman. Ces gens vont rencontrer justement ceux à qui on ne donne jamais la parole, pas parce qu'ils n'osent pas la prendre, parce qu'on ne leur donne pas, en fait. On ne leur donne pas parce qu'ils ne font pas très jolis sur la photo de la famille, de notre société parfaite. Et ils ont beaucoup à dire. Alors forcément, eux, ils n'ont pas fait de formation en communication non violente, hein. Et leur souffrance, vous savez, quand on souffre, on n'est pas en capacité de prendre soin de l'autre. C'est très difficile. Et on ne peut pas donner des choses qu'on n'a pas soi-même. Donc, si on n'a pas pris soin de moi, c'est difficile de prendre soin de l'autre. Ou alors, je suis en déficit émotionnel et c'est quelque chose de vraiment cruel. Et donc là, ils vont se retrouver en position de force. C'est-à-dire ceux qui n'ont jamais vécu, en fait, cette position de force. Pendant 4 heures, c'est très court, hein, parce que c'est un huis clos extrêmement intense. Il y a des sorties quand même où
Je vais donner pour chaque personnage un seul événement de leur existence qui explique où ils en sont aujourd'hui, au moment de ce huis clos. Et ils vont nous parler. Bon, ils n'aiment pas être interrompus, ils n'aiment pas être contrariés ni contredits. Ils ont beaucoup de choses. En fait, il y a une sagesse dans leurs paroles, même si comme ça, au premier abord, on peut se dire que non, parce qu'il y a aussi beaucoup de violence dans leur interaction. C'est-à-dire que la violence, c'est le dernier recours. Si on ne fait pas très attention socialement, on ne va pas s'étonner. Déjà, ça commence. Donc là, je leur ai donné la parole et j'espère que... Il y a certaines choses qu'ils ont dites dans ce livre qui sont vraiment des choses que j'ai entendues. J'invente peu, hein. J'expérimente beaucoup par contre. Donc c'est ça que j'offre, c'est mon expérimentation. J'espère que certaines choses qu'ils ont dites auront été entendues. On va évidemment parler des messages sans trop en dévoiler parce que il faut lire et dialoguer avec ces personnages, même silencieusement en tant que lecteur. Et oui, je suis captivé, Sylvie, bonsoir à toi. Mais surtout, j'aime pas interrompre parce que c'est intéressant, la pensée évidemment de comment on a construit une histoire, c'est passionnant. Salut Vie, bienvenue, ça fait plaisir de tous vous retrouver, vous êtes très nombreux. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Ça parle à de nombreuses personnes, hein, les réunions, formations à distance, via Teams, Zoom, Ninja, je m'en voudrais de l'oublier puisque je l'utilise tous les jeudis. Pauvre petit ninja. Enko, en quoi as-tu trouvé ce terrain de jeu amusant? Comment ça t'est venu? Parce que tu sais, c'est dans le cadre de ton métier aussi, où on part parfois de ce qu'on connaît. Toi, tu le fais vraiment beaucoup, hein, tu le disais, de ton expérience, de tes expérimentations. Et là, c'est un jour, tu étais en visio et tu t'es dit, voilà, ça c'est un terrain de jeu amusant. On part de là. On part de là. En fait, avec le Covid, j'ai d'abord... refusé de faire des formations en visio parce que ça me paraissait complètement absurde. Il manque quand même beaucoup de choses. Et quand on voit l'état d'ailleurs des structures que j'accompagne en associatif après le Covid, qui ont vécu presque 2 ans sans se voir en vrai, c'est catastrophique. On perd une grosse partie de la communication interpersonnelle qui ne passe pas par les mots. Donc, il y a deux phénomènes très particuliers avec la visio, qui est donc déjà la disparition de toute cette information que l'on se passe d'être humain à être humain quand on est en présence, c'est-à-dire dans le silence même. Hein. Il y a un paquet d'informations de corps à corps qui passent. Et il y a un truc très bizarre, c'est qu'on se voit. On se voit soi-même aussi. Et normalement, ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est horrible, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de transformation complète du rapport à soi, du rapport aux autres. On ne sait plus qui regarder. Est-ce que je me regarde quand je parle? Est-ce que je regarde la personne qui parle? Je sais qu'il y a d'autres personnes. Et ça n'a pas lieu dans une formation, par exemple, en vrai, où les regards sont très clairs, les orientations des regards et les intentions de prendre la parole ou d'écouter quelqu'un est beaucoup plus clair qu'en visio. En fait, c'est totalement opaque. J'ai dû même parfois un petit peu batailler parce qu'il y avait des formations où les gens mettaient même pas leur caméra et je leur disais, en fait, imaginez qu'on est dans une pièce, c'est-à-dire que vous mettez un drap sur votre tête, quoi. Donc, étrange phénomène que phénomène d'être en formation avec un drap sur la tête. Donc, en général, ça fonctionne. Je mets mon drap. Ah si, j'ai un drap. Ah, t'as un drap? Attendez, moi, je peux pas comme ça. Voilà. Donc, on en est pas de celle-là, tu vois. Attendez. On va faire le live le plus bizarre du monde, comme ça. Oui, ça avec... C'est quand même vachement bizarre. On est d'accord. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire à peu près ça, si les gens ne mettaient pas leur caméra, et ça posait de problème à personne. C'est ça aussi qui est problématique, c'est que ça ne posait de problème à personne. Donc, je me suis dit que là, il y avait un terrain de jeu incroyable qui me permettait en plus, et puis alors ça met en valeur du coup ma non-coiffure, qui permettait également de démultiplier au même instant les espaces. C'est-à-dire qu'au même instant T, à 12h15, j'avais autant de lieux que de personnes, puisqu'on est sur cette fresque en visio. Et comme l'action se passe dans plusieurs lieux en même temps,
ça faisait une espèce et ce qui se passe en visio, en fait, de démultiplication de l'espace et du temps. Une minute, c'est plus une minute, c'est 6 minutes, c'est-à-dire que c'est une minute par personne, et donc avec le différentiel. Donc ça m'a permis de beaucoup jouer là-dessus, avec une structure particulière, puisqu'on a les 4 heures, c'est très rapide, un peu à la 24 heures chrono, mais ça c'est des références, je ne sais pas si vous connaissez, où on est vraiment 12h12, 12h27, 12h un peu stress comme ça. Et puis il y a une voix aussi qui accompagne le lecteur et la lectrice. Au début, vous ne savez pas qui c'est. Donc qui casse ce rythme-là, donc qui rajoute aussi une dimension, histoire d'un petit peu vous titiller, et des sorties complètes de ce truc très anxiogène, très, très court dans le temps, et avec plusieurs espaces en même temps, et dans chaque espace, il peut se passer quelque chose de surprenant. Donc ça tient un peu en stress. Moi, ça m'a stressée. J'imagine. Et puis ça stresse probablement les gens. Alors vous vous moquez parce que moi je ne me suis pas décoiffé. Mais oui, vous êtes méchant. Voilà, sachez-le. On est dans la communication non violente. Non, je rigole. Moi je le vis très bien. Ça t'est venu comment cette idée d'écrire des romans noirs pour dénoncer les travers sociétaux dont tu parlais brièvement? Ça c'est encore un outil. Ce huis clos très punchy sur 4 heures, c'est un outil. Mais au final, tu l'expliquais un peu tout à l'heure, c'est le message qui compte, c'est l'intention. Ça t'est venu comment d'utiliser les romans noirs pour dénoncer ce que tu avais envie de dénoncer? Parce que justement, je suis très. Ce que j'aime dans le roman noir, c'est le roman noir social. Il a une fonction sociale extrêmement importante. Il a une histoire, d'ailleurs, qui est passionnante. C'est un peu je vais dire un truc que j'assume pleinement, hein. C'est un peu le crevard de la littérature. Dans le sens où il y a aussi, avec cette histoire de hiérarchie, il y a cette notion française de la littérature blanche qui est géniale, quoi. Il y a des couleurs maintenant. Et donc, en fait, il peut tout se permettre, parce qu'on l'attend pas, quoi, ou on l'attend que d'une certaine manière, et puis en plus, honnêtement, la communauté des auteurs-autrices de polar, c'est un vrai bonheur. La communauté des lectrices et lecteurs du polar, c'est un vrai bonheur. Ça, je savais pas avant. Donc, c'est la bonne surprise. Mais c'est vraiment, j'aime l'histoire du roman noir social, et j'ai eu envie du coup de mettre ma pierre à cet endroit-là, parce qu'il est impertinent, parce il n'a pas peur de se confronter, parce que il a des origines anarchistes aussi, et que donc politiquement il est de ma couleur, quoi. Ça fait miroir avec la personne que tu es, et donc Ouais. c'est un peu ça le déclencheur, en se disant « Oula, j'ai un outil qui me correspond, on va y aller ». Ça me faisait un peu penser à tous, c'est un peu une tradition américaine aussi, le roman noir social à la base, et puis il y en a des très bons en France et ailleurs. Mais c'était ça l'élément déclencheur où tu t'es dit « Ok, je suis essayiste, mais je peux tout à fait Tout à m'épanouir aussi dans mes messages, dans mes intentions, avec cet outil du roman noir ». C'est ça le déclencheur? Et c'est ça, et vraiment c'est très juste, Frédéric. En plus, j'ai une passion pour le roman noir social outre-Atlantique. Je trouve extraordinaire. Il y a une qualité narrative, et puis moi j'adore les personnages, j'adore travailler mes personnages. Chacun de mes personnages, là il y a une petite nouvelle par personnage, mais sur Week-end entre amis, le précédent, pour chaque personnage, j'ai une nouvelle d'une 30aine de pages qui n'a jamais été éditée, hein. Mais ce macro sur l'individu, sur la psychologie de l'individu me passionne, et le roman noir le permet beaucoup plus. Alors peut-être que je me trompe et qu'il y a ailleurs, de toute façon je vais tout tester, hein, mais celui-là me correspondait plus déjà en tant que lectrice. Et en tant que lectrice, j'ai toujours beaucoup appris, autant dans les essais que dans les romans. Donc je me suis dit, bon, maintenant que j'ai écrit des essais, puis que j'adore écrire, et que j'ai des cartons pleins partout de romans, je vais vraiment m'y mettre, quoi. Je vais vraiment voir si j'y arrive, et si ça me permet de de continuer sur le chemin là, de cette littérature qui ose dire des choses que je n'ai pas forcément envie d'entendre, avec tous les désavantages que ça représente, hein, bien évidemment, mais ça, c'est pas trop un problème.
pour moi en tout cas. Et donc oui, ça a fait miroir, je me dis c'est là quoi, c'est chez moi. Et j'ai l'impression, je le disais tout à l'heure, que ce sont les relations entre les personnages qui te passionnent, au-delà de l'histoire, au-delà de tout. Je pense que c'est vraiment ça le cœur de ce que tu fais. Et il y a le virtuel, il y a aussi Week-end entre amis, j'ai envie de te dire. Et tu en parlais à l'instant, je vous propose, je vais mettre la couverture parce qu'on ne se prive de rien ici. Oh là là. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Eh ben oui, alors Week-end entre amis, en plus l'histoire de Week-end entre amis, j'avais écrit il y a très très longtemps, avant que les blogs n'existent, vous vous rendez compte, hein. J'avais fait construire un petit site où toutes les semaines je postais une nouvelle et je la lisais et je postais l'audio. Mais c'était vraiment le truc archaïque, hein, du temps de. Il y avait déjà l'électricité, je vous rassure. Et ça s'appelait Les Créatures. Voilà, ça avait eu son petit succès, vraiment un tout petit succès, mais sympa. J'ai eu un petit article dans le lien et tout. Mais ça, c'était, je vous racontais, c'était il y a 20 ans quand même. Et puis voilà, la vie fait, blabla. Et puis ces créatures, elles m'ont toujours hantée. C'est toute la bande en fait, des amis. Et cette histoire, c'est vraiment l'histoire de la violence interpersonnelle, des phénomènes d'emprise, de soumission, de la violence de l'image sociale. C'est-à-dire que là, on a une bande d'amis qui se détestent. Alors, des fois, on me dit que ça n'existe pas, les amis qui se détestent. Alors, je suis très heureuse pour les gens qui vivent ça, qui n'en ont jamais vu. Mais j'essaye de casser le mythe justement de l'amitié à tout prix. Mon travail, c'est de montrer les récits en fait qui nous enferment, les récits qui nous racontent des histoires. Et quand on ne correspond pas à ces histoires, on a l'impression d'être nul. Mais non, en fait, c'est des histoires, chers amis. C'est pas que vous êtes nuls, c'est que c'est des histoires qu'on nous raconte et elles sont pas vraies. Donc, c'était pas le récit familial que j'avais envie de chahuter, je le ferai un jour. C'était le récit de l'amitié plus fort que tout. Donc là, on a 3 gars qui ont fait une grande école, qui n'ont pas beaucoup bougé depuis, parce qu'ils ont entre 40 et 50 ans. Mais ils ont fait une grande école et donc ils ont le costume voilà, de la notoriété, du statut social, ça, leurs femmes, leurs ex. Mais on est dans un truc assez classique en première intention. Et en fait aussi tout ce qu'il a fallu sacrifier, tout ce qu'il a fallu briser, tout ce qu'il a fallu éteindre, hein, tout ce qu'il a fallu bâillonner, voire vraiment même tuer, pour rester ensemble, parce que ne pas rester ensemble, c'est un échec social. Mais c'est un coût, en fait. C'est un coût énorme, individuel, bien évidemment, parce que bon, c'est pas un feel good. Hein. En fait, si on dézoome un peu, ça a un coût sociétal énorme. Mais là, j'ai pas dézoomé. J'ai choisi de zoomer très fort, très fort, hein, parce que volontairement, j'ai monté les potards, hein, comme la musique, un peu fort sur certains personnages, pour essayer qu'ils se sentent entendus, en fait. Qu'il y a des comportements qui ne sont pas normaux. Et pourtant, c'est des comportements qu'on peut voir et auxquels on peut assister tous les jours. Tu as un exemple? Il y a un couple en particulier, de celui qui est considéré comme le chef de meute, hein, puisque c'est une meute. Hein. Il y a ce rapport où l'amour n'est plus présent. Il est remplacé par une espèce de haine permanente, hein, qui se confond avec l'amour, en fait. Ça peut être un béton, hein, ça peut bétonner, hein, une relation, la haine. Hein. C'est très efficace aussi. Mais forcément, déjà, les 2 personnes en souffrent, bien évidemment. Mais la violence, et ça c'est quelque chose qu'on apprend justement en communication violente, c'est que ça ne concerne pas que 2 personnes. C'est-à-dire quand il y a un acte de violence qui est commis, c'est comme si tu lances une pierre dans de l'eau, ça crée des cercles concentriques de plus en plus larges. Et donc ça a un impact sur tout le monde. Ça a un impact sur ceux qui sont proches, mais pas que, de plus en plus proches. Hein. Et ça a un impact même sur la société. Et une société
dans laquelle il est logique qu'un homme ou une femme, mais là c'est un homme, traite de manière grossière, violente, dénigrante, minimisante sa compagne, et on se dit bon, c'est rigolo, quoi. Oui, ben, ils s'aiment bien, quoi. En fait, non. Voilà, je suis assez radicale là-dessus. C'est non. C'est non. Ça veut dire que on est dans un récit social qui banalise des violences qui sont insupportables, et après on s'étonne qu'effectivement il y ait des conséquences sur la santé mentale, qui n'est pas du tout traitée en France. Je ne sais pas comment c'est traité en Belgique, mais en France ça n'existe pas, santé mentale, tout va bien, et que ça ne concerne pas que les individus, ça nous concerne toutes et tous. Donc dans cette histoire, j'ai rassemblé un maximum de comportements inappropriés, on va dire, poliment, et j'ai aussi joué cette carte parce qu'il y en a un qui insiste en fait pour les faire venir en week-end, mais ils sentent que c'est pas une bonne idée. Ils n'écoutent pas leur intuition. Il faut dire qu'il est très persuasif, ce cher Édouard. Et il va se passer plein de choses, je peux en dire plus. Mais vous savez, je suis sur une estrade. C'est ça la vie. C'est un théâtre. J'ai un costume. On m'attend toujours avec j'allais dire ma serviette, pas du tout. C'est une écharpe orange. On m'attend toujours avec une ligne de texte particulier. Nathalie, elle dit ça. On m'attend toujours en position par rapport à telle ou telle personne. Voilà. Et puis, il va se passer plein de choses dans cette petite histoire où la réalité en fait, je n'ai pas d'écharpe orange. En fait, je ne m'appelle pas Nathalie. En fait, je n'ai pas cette ligne de texte. Et en fait, je n'ai pas cette relation avec telle et telle personne. C'est un peu troublant, forcément. Et c'est ça, cette histoire. C'est chacun et chacune va être réellement à l'endroit avec sa vraie écharpe et avec sa vraie ligne de texte qu'aucun n'aura lâché. Hein. C'est la vérité, en fait. Mais une fois que c'est révélé, on ne peut pas trop revenir en arrière. En t'écoutant, ça me faisait penser à un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Le Jeu, avec cette règle où le téléphone est au milieu, et quoi qu'il arrive sur le téléphone, tout le monde peut voir ce qui s'est passé. Ça crée un beau bazar dans un repas comme ça. Ça me fait penser à ça, et énorme, avec plein de O en majuscule, je tiens à préciser. Énorme coup de cœur pour Week-end entre amis, pour Vie qui nous écoute. Ça vous inspire beaucoup dans le chat, c'est chouette de voir ça. Quelle est la part de réalité dans tes livres? Parce que à t'écouter, j'ai l'impression qu'elle est très grande, vraiment très grande. On me demande toujours, mais vous vivez des trucs comme ça? La part de réalité, je vais vous donner un pourcentage. Est-ce que tout le monde est vraiment assis? 97%. C'est leur faute. 97%. Non, vraiment, c'est l'intensité. Les 3%, ça va être l'intensité pour que ce soit visible. Voilà. C'est là où... puis on me demande aussi, je sais que mon éditrice me demande toujours de baisser un peu l'intensité, parce qu'en plus, j'aurais tendance à mettre un peu intense, donc voilà. Parce que je veux que ce soit entendu, mais il faut être parfois un peu plus subtil. C'est là où j'ai à travailler, c'est faire confiance et être un peu plus... Les 3%, c'est l'intensité, sans doute, qui est un peu... qui va être travaillé hors réalité. Par contre, ce que je raconte, c'est totalement réel. J'ai vu tout ça. J'ai vu, mais avec mes lunettes, et surtout mes lunettes d'expérience de ce qui est la violence et la non-violence, c'est-à-dire aussi le décryptage de la grammaire de la violence, et surtout celle que l'on ne voit pas ou qu'on ne voit plus, parce qu'en fait, elle est la colonne vertébrale de notre façon de fonctionner en société. Donc, bien évidemment, on ne va pas l'enlever, parce que c'est gênant. Donc, c'est totalement réel. Et ton travail d'auteur, c'est aussi d'observer, d'être curieuse, de noter. Je ne sais pas si tu as des petits carnets, si tu as tout dans la tête ou dans les lunettes. ça peut enregistrer. C'est un peu comme Superman, tout ça. Mais c'est aussi ça, c'est de l'observation, ce travail de la personne qui écrit des histoires.
exactement, Frédéric. L'un de mon métier, c'est de regarder, c'est d'observer, c'est d'être curieuse. J'ai des carnets partout. J'ai des carnets, des bouts de papier partout, bien sûr. Ben ça, je pense que voilà. Et dès que j'en finis un, il faut que j'en rachète deux pour être sûre de ne pas être en manque. Donc vraiment, j'ai une légère névrose au niveau du carnet. Vraiment, c'est n'importe où, à n'importe quel moment. Alors parfois, il est nécessaire pour moi aussi, parce que j'ai une sensibilité assez accrue, de fermer tout. C'est-à-dire de ne plus rentrer en contact avec mes contemporaines, sauf quand même avec mon épouse, bien sûr, et mes enfants. Mais parce que c'est trop bruyant, c'est trop... ça fait mal, quoi. Enfin, parce que la plupart des choses que j'observe sont des choses douloureuses. Il y a de très belles choses aussi, hein, mais il y a quand même beaucoup plus de douleur que de beauté, hélas. Tu pourrais écrire sur la beauté. Tu dis il y a beaucoup de douleur, il y a aussi de la beauté. Est-ce qu'un jour, justement pour se soulager un peu, on n'a pas envie parfois d'écrire sur les belles choses que tu pourrais observer avec le même regard, hein, d'observatrice, très affûtée que tu peux être? Ou est-ce que par nature, ton regard est plus orienté sur les dérives, ce qui te gêne, ce que tu aimerais changer? Est-ce que tu pourrais nous écrire un feel good? Alors, en plus, j'ai très envie. Mais alors, alors par contre, moi, quand je suis dans le feel good ou les personnes qui me suivent sur Instagram savent que j'aime pratiquer l'humour. Enfin, par rapport à ce que j'écris, on me demande souvent comment est-ce que tu peux, comme ça, être rigolote et écrire des trucs aussi noirs. C'est le feel good. J'ai une idée de feel good, mais plein d'ironie et plein de voilà. Et j'aimerais l'écrire un jour parce qu'il me fait beaucoup rire. La beauté, je la vois dans un endroit en particulier qui m'est plus que cher, qui est un endroit de survie. C'est là dans la nature, voilà. Et je pourrais écrire, mais il n'y aurait pas un seul être humain. Voilà. Si moi qui observe, donc forcément je changerai les choses. Mais là, la beauté de la nature, je pourrais écrire dessus, bien sûr. Oui, j'en ai très envie. C'est l'humain qui pose problème très souvent. C'est l'humain qui... Oui. Oui. Et c'est très triste parce que nous avons toutes et tous la capacité réellement de faire des merveilles, de créer des liens, de créer de la beauté relationnelle, de la beauté... on a vraiment cette capacité. Parce que voilà, dans les endroits où je suis allée, où j'ai ouvert des cercles de parole, il s'est passé des choses d'une beauté et d'une intensité, même avec des individus. Vraiment, vous diriez non, c'est pas possible. Et donc, c'est très, très douloureux de savoir que nous pouvons, mais que nous ne faisons pas. Parce que il y a tout un schéma de récits qui nous empêchent, qui nous retiennent, qui nous cadenassent et qu'on se trimballe, même si on essaie d'ouvrir les portes. Je crois en la beauté du cœur humain, vraiment. J'y crois profondément. Et c'est un cœur tellement abîmé que pour y aller, c'est dangereux. C'est Nietzsche qui disait toi qui regardes l'abîme, sache que l'abîme te regarde. Et c'est un peu ça en fait. On est à cet endroit-là. Il y a une beauté immense dans l'être humain, mais immense, mais quelque chose de... c'est... Quand j'ai travaillé en prison auprès de terroristes, on a pleuré ensemble sur vraiment, mais pleurer, hein, c'est pas une image. Hein. On était tous en larmes et toutes en larmes. Enfin, tous, parce que là, il y avait que des hommes, et moi, sur l'absurdité de la violence qu'on était en capacité de se faire les uns aux autres. Et qu'à partir du moment où on se connaît juste à l'être humain, juste à cette partie humaine, de s'en rendre compte, c'est vertigineux, parce qu'on voit que de l'autre côté,
de l'autre côté des dogmes, de l'autre côté de ce qui nous oblige, de l'autre côté de... Là, mais c'est plus que de la beauté, Frédéric. Pouf, voilà, super, autrice, vocabulaire, hein. Pouf. C'est Parfois, il n'y a pas éblouissant. de mots. Il n'y a pas de mots, hein, parfois. Ah ouais, c'est éblouissant. Comme tu dis, Donc voilà. vertigineux. Ouais. Lire et écrire, c'est divertir, c'est se divertir. C'est aussi, on l'a vu avec ce que tu expliquais, l'occasion de pousser des coups de gueule hein, par moment, et surtout de susciter la réflexion. C'est un acte politique d'écrire un livre, d'après toi? Ah oui, c'est une question, oui, absolument, totalement. Je pense que déjà tout est politique, au sens vraiment, on a tendance à réduire la politique à l'action entre partis politiques, donc c'est bien dommage. L'origine, encore étymologique, je vais vous enquiquiner avec mon étymologie, mais pas grave, c'est la gestion de la cité. Donc toutes et tous, nous sommes gestionnaires normalement de la cité humaine. Et écrire, en tout cas pour moi, mais je pense vraiment, et là je mets tous les écrits, hein, moi je ne fais pas de case en disant non, ce n'est pas politique. C'est un acte profondément politique, c'est quand même poser quelque chose, partager et donner à voir aux autres déjà de l'intime. Et l'intimité, c'est politique, déjà. Et c'est, voilà, si en plus il y a l'intention de partager un message ou de dire là, ça va pas, moi je suis pas d'accord avec ce qui se passe et je vous montre, c'est ultra politique. Je pense que tous les écrits sont politiques. Je pense que tous les gestes sont politiques, en fait. Vraiment, tous. Si nous reprenions, c'est ma croyance, si nous reprenions conscience du fait que, en tant que citoyens et citoyennes, tout ce que nous faisons est politique, ce serait pas la histoire. Question de les chroniques du polar, Anthony qui demande: as-tu une personne que tu as en modèle, en exemple? Oui. Alors, si quelqu'un la connaît, là, moi, je serais la plus heureuse. Et si vous la connaissez pas, je serais quand même la plus heureuse parce que je suis avec vous ce soir. Cette chance déjà énorme. Donc, c'est une femme qui s'appelle Miki Kashtan, qui est aux États-Unis, qui est. Alors, je suis pas du tout normalement sensible au mentorat, ce genre de choses, mon petit côté un peu activiste, rebelle et tout, genre. Ni Dieu ni maître, mais quand même. Miki Kashtan, Miki-Kashtan, est une femme qui travaille sur les sujets de la société, la non-violence, avec un cœur ouvert, une intelligence, une accessibilité aussi, une humilité, c'est de la lumière, quoi, pure. Avec vraiment juste l'intention de poser quelque chose et puis voilà, sans forcer, avec une générosité aussi. Si vous lisez l'anglais, son blog, mais c'est un coffre au trésor, quoi. Moi je dis, il en faudrait encore 2 comme ça dans le monde et ça irait mieux. Vous savez, c'est un peu, moi ma rencontre avec cette femme, c'est comme si j'avais rencontré Martin Luther King. Enfin, c'est de cette équivalence-là. C'est quelqu'un. Vous êtes devant, vous l'écoutez, et puis le temps ne passe pas, quoi. Il y a une stase et il y a quelque chose là de très puissant, de très organique, et puis avec une bonté. Ça fait déjà une semaine que j'ai pas demandé de ses nouvelles. Tiens, ça me va pas parce qu'elle est malade en ce moment en plus, donc ça me touche particulièrement d'en parler. Voilà, merci, ça me permettra de lui envoyer un message demain. Mais avec plaisir. J'en profitais pour lire les messages et Nelly qui disait: elle est vraiment fascinante à écouter. Donc toi aussi, oh. Et on ne voit pas le temps passer. Je vous propose d'utiliser les minutes qu'il nous reste pour passer à un autre côté, car dans la série tout est lié, mon cher Watson. Tu es aussi essayiste et, oui, et je me demandais. On peut en parler, on va en prendre un tout à fait au hasard. Alors Eric, il anime un séminaire sur la communication dans les crevards, on en parlait. Toi aussi, c'est un sujet qui te passionne, on l'a compris, la communication non violente. Je vais évidemment vous mettre, la
couverture Ah, de cet essai. Tu as toujours voulu trouver des outils pour changer le monde? Parce qu'on parle de ça depuis tout à l'heure. oui. Ce livre, est-ce qu'il en fait partie? Parce qu'on voit le sous-titre, et c'est un peu ça, à l'usage de celles et ceux qui veulent changer le monde. Mm. Est-ce que tu as envie de changer le monde? Bah oui, c'est un problème ça d'ailleurs, parce que c'est épuisant. Moi, et je pense que c'est pas une bonne idée. Donc c'est une auto-blague. Je crois que l'objectif, justement, c'est de pas de le changer, parce que on va pas y arriver. L'objectif est trop loin. Mais en tout cas, moi, mon envie, c'est d'être au monde différemment. Et quand je dis différemment, c'est-à-dire de ne pas jouer la même partition que la partition de la violence ordinaire. Et c'est d'être au monde justement dans cette posture qui est celle de la communication non violente, que j'ai rencontré cette idée. J'ai rencontré cette idée alors que j'étais chez Greenpeace. Et puis alors moi, je viens du côté de la colère. Hein, j'étais activiste, donc j'avais raison. Puis les autres avaient tort. Et puis ça ne me vient pas, ça, hein, je vous le dis. Et j'avais entendu quelqu'un que j'aimais beaucoup qui disait mais ça fait 40 ans qu'on dit la même chose et personne ne nous écoute. Et là, ça a été une espèce d'effondrement intérieur en me disant oui, effectivement, on a un problème quand même parce que les gens à qui on parle sont des gens tout à fait intelligents. Enfin, je veux dire, je n'ai pas de jugement contre ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Ça n'a aucun. Et cette proposition de communication non violente que je retravaille aussi, c'est un outillage. Alors, le problème avec l'outil, c'est que ça dépend de la main qui le tient. C'est-à-dire, moi, j'ai rien contre les outils, mais avec un marteau, je peux juste planter un petit clou pour faire une jolie étagère, mais je peux aussi éclater la tête de la personne en face de moi. Donc, cet outil-là, la communication violente, peut être utilisé de manière très négative, puisque c'est un outil assez puissant. Mais c'est aussi, si j'ai envie de l'explorer, une autre manière d'être au monde en refusant de manière active de participer à la violence qui est autour de moi. Ce petit livre, qui est très politique, encore une fois, puisque ce n'est pas de la CNV pour faire du développement personnel. Le créateur de la CNV l'a dit lui-même, donc je peux me le permettre, c'est que si on l'utilise pour se sentir bien dans un monde qui dysfonctionne, ben, on devient complice du monde qui dysfonctionne. Vous savez, c'est Krishnamurti qui disait il est difficile de se sentir bien dans un monde qui dysfonctionne. Ben oui, c'est très difficile, hein, honnêtement. Et donc là, c'est le condensé de mon expérience personnelle, avec plein d'exercices pratiques, plein d'histoires, parce que moi, je suis une formatrice conteuse, donc je raconte des histoires qui sont toutes toujours vraies, et avec des pistes pour peut-être essayer de faire différemment, sans chercher, changer le monde, non, c'est le truc à faire. Mais en tout cas, pour dire, je n'ai plus envie d'être au monde tel que les injonctions de violence, de compétition, de j'ai raison, tu as tort, de ça c'est bien, ça c'est mal, toutes ces injonctions-là, je ne les incarne plus. Bah, il faut déjà s'en débarrasser parce que quand même, on nous a quand même bien intégrés. Ça vient de loin, et puis ça remonte de temps en temps comme ça. Et donc, et de voir comment je peux être différemment au monde. Et honnêtement, ça fait un bien fou. C'est pas facile, hein, tous les jours. Il y a des petits matins gris. Attention, je suis pas en train de raconter il y a des petits matins gris. Et il y a des moments justement où, dans cette posture, je rencontre les êtres humains tels qu'ils sont profondément dans cette éblouissante beauté. Et là, je me dis, c'est possible. Ça, c'est merveilleux que ce soit possible. Il y a des matins bleus aussi. Et ça, c'est beau. Il y a des matins bleus. On travaille différemment quand on écrit un roman, comme on a évoqué précédemment, et un essai, comme celui dont on voit la couverture actuellement. Le travail est très différent. Ouais, je trouve, en tout cas, moi, que le travail est très, très différent. L'enjeu de structuration de l'essai est très fort, même dans un roman, mais très fort. Puis alors, en plus, je me rajoute une petite difficulté. Je veux créer des essais accessibles. J'ai beaucoup de difficultés, je trouve ça très, très clivant, du coup. Les essais qui sont très jargonneux,
et qui, parfois, il y a des gens qui me disent, mais moi, les essais, c'est trop compliqué, je vais pas le lire parce que je sais que je vais pas y arriver. Ça me fend le cœur, en fait. C'est parce qu'il y a eu aussi un espèce de conditionnement en disant, toi, tu peux pas lire d'essais. Toi, tu veux pas. Toi, tu peux. Toi, tu peux pas. Voilà, ça fait partie du système classiste où il y a des gens qui peuvent. Donc, ça, c'est horrible. Ça me tord les tripes. Donc, déjà, il y a un travail pour moi de vulgarisation au sens noble du terme, parce que ça aussi, ça a été galvaudé ce mot, de concepts complexes. Et en fait, c'est pour moi essentiel de le faire. C'est déjà une première non-violence, donc il y a un travail important là-dessus. Et ne pas se laisser emporter par une plume littéraire non plus, parce qu'autrement, on ne sait plus où on est, quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être concret pour moi dans les essais, et accompagner le lecteur ou la lectrice avec vraiment un rythme qui, en tout cas, une construction qui permet à chacun et chacune de le lire à son rythme. C'est-à-dire vraiment de ne pas obliger à avoir un rythme pour suivre la pensée. Donc voilà, c'est une autre manière de penser l'écrit que j'aime beaucoup aussi. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça me clarifie moi-même ma pensée, donc c'est utile. Je vais mettre l'autre couverture, parce qu'il y en a un petit deuxième là, qui est arrivé en poche aussi, donc faites-vous plaisir. Tu travailles également dans les prisons, tu l'as évoqué un tout petit peu pendant la soirée. Ouais. Et je me disais, un livre, c'est un objet un peu spécial. Il permet quoi quand on travaille dans les prisons avec des publics particuliers, très différents? Ça permet quoi, un livre? Et je vous montre la couverture, c'est un livre à propos des discriminations. On finit avec les discriminations. Qui, dans son grand format, s'appelait « Mon privilège, ton oppression ». Il y a toute une histoire que je vous raconterai un autre jour. Je peux vous montrer aussi la couverture. Voilà. Suffit de demander. Il suffit de demander. C'est vrai que c'est magique. En prison, les livres, alors, il faut savoir en plus que les livres en prison, c'est pas simple. Tous les livres ne peuvent pas rentrer en prison, bien évidemment. La bibliothèque est un endroit fondamental. C'est l'endroit où les personnes qui sont incarcérées peuvent aller s'évader, mais aussi apprendre, transformer leurs pensées, se mettre en miroir. Enfin, c'est vraiment essentiel. Les personnes incarcérées peuvent faire des demandes pour avoir certains livres. Certains livres ne sont pas autorisés. C'est un peu compliqué. Il y a des associations qui donnent des livres aussi, des maisons d'édition qui, plutôt que d'envoyer au pilon les livres, les donnent en accès aux prisons. Donc il y a effectivement, il y a toute une chaîne aussi du livre jusqu'à la prison. Décidément, c'est pas exprès. C'est essentiel, mais c'est toujours pareil. Comme c'est un objet politique, vous voyez, mon privilège, ton oppression, je ne sais pas s'il est rentré en prison. M'étonnerait. Et celui-là, il est passé en petit avec son nouveau titre parce qu'il y avait des gens qui, en le voyant, disaient « Ah ben non, je ne vais pas acheter ça, je me sens agressée. » C'était intéressant parce qu'il est devenu ça. Il est devenu en finir avec les discriminations. Et puis, la petite histoire raconte que Noémie Delattre, je ne sais pas si vous connaissez, qui est en France une extraordinaire actrice multicasquette qui fait des tas de choses et puis qui travaille aussi sur les sujets de genre et de discrimination, est tombée en amour avec mon privilège de oppression et en a parlé beaucoup. Et ce qui fait que, au final, il a réussi quand même à aller à des endroits où en fait les gens se sentaient agressés parce qu'ils avaient l'impression que je les accusais par rapport au privilège. En fait, pas du tout. C'est pas du tout mon esprit en plus. Mais vous ne me connaissez pas. C'est juste d'assumer le fait que certaines personnes ont des privilèges. Moi, j'en ai plein. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas dire oh là là, j'y peux rien. Qu'est-ce que je peux faire? J'en ai, voilà. Et qu'est-ce que j'en fais? Bon, j'en fais rien. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ça a des conséquences. Mais si j'ai envie d'en faire quelque chose, pour sortir de la culpabilité, pour sortir de plein de choses, et de les rendre créatifs, de les rendre contributifs, de les rendre
les mettre au service de la beauté, justement. Parce que on est dans des systèmes de vases communicants. Si quelqu'un a trop, c'est que quelqu'un n'a pas assez. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, et c'est à tous les niveaux. Le temps file. C'est passionnant de t'écouter, mais j'ai une petite question traditionnelle. Moi, je l'aime beaucoup et je pense qu'elle va te plaire. Ou pas, on verra. Imaginons que la boîte puisse te faire traverser le temps. Oui, on a des pouvoirs incroyables. Et que tu te retrouves quand tu avais une dizaine d'années, on va dire ça comme ça, ou 15, ou 20, comme tu as envie. Tu aimerais dire quoi à l'enfant que tu étais avec tout ce que tu sais aujourd'hui? 10 ans. Je préfère quand j'avais 10 ans. Par exemple. Ouais. Tiens bon, poulette. Tiens bon. Ça va être dur, ça va secouer. Mais ne crois pas au récit de c'est impossible. Tu pourras pas y arriver. Ne crois pas à ça. Crois profondément en ce qui est vivant chez toi. Donc à 10 ans, c'est plutôt tiens bon poulette, hein, parce que c'est un petit peu... C'est la traduction. Merci beaucoup d'avoir passé cette soirée avec nous. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte qui était la tienne. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous avant de passer à l'avenir de la boîte en 2024? Restez bien avec nous, je vais vous donner quelques infos. On va la faire courte parce que je suis fatigué. Non, je rigole. On va pas la faire courte ou je sais pas encore. C'est vous qui déciderez. Mais que souhaites-tu nous dire avant tout cela pour conclure ton passage parmi nous? Déjà, merci Frédéric. Merci Frédéric. Merci aussi à Anthony, puisque voilà, vous êtes mis en contact. Moi, je vis toujours ça comme un immense privilège de pouvoir avoir des espaces d'expression, avec en plus toute cette douceur, tout cet accueil, parce qu'on a galéré au niveau technique. Et Frédéric est d'une patience. Je voudrais une injection de patience de Frédéric, ça me ferait du bien. Donc, immense gratitude, vraiment, immense gratitude, Frédéric, pour ton accueil, pour tout ce que tu fais pour les auteurs et les autrices, pour leur donner des espaces. Immense gratitude à toutes les personnes que je vois pas, mais qui sont là, et je suis très heureuse. Voilà, je me suis sentie en lien avec vous, et ça, ce lien, ça, c'est la beauté de l'être humain. Donc, je suis assez fatiguée en ce moment, mais là, je sens que ça va redonner un coup de boost incroyable. Donc, je vous suis redevable à chacune et à chacun de ce coup de boost. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de vous retrouver d'une manière ou d'une autre. Merci pour cette boîte. J'ai pas du tout envie de fermer le couvercle, mais je vais le faire quand même. On peut te retrouver où prochainement? Est-ce que tu as des salons un peu avant les fêtes ou des dates où on pourrait te retrouver? On me glisse. Oui, vous avez encore des questions, je le vois. Oui. Je vais être à Mons, aux Nuits Blanches de Mons. Ah oui. Oui, bien sûr. Et je serai à Ormesson aussi. Voilà. Je pense, je vais être à Coulommiers fin décembre également. Et je voudrais pas oublier quelqu'un. Ce serait vraiment, si j'ai oublié, c'est parce que je suis fatiguée. Lisez mon post sur mes problèmes avec les prénoms, comme ça. Voilà. Oui. Mais je suis très heureuse d'être à Mons aussi. Ça me parle. J'ai vécu en Belgique quand j'étais petite et j'adore la Belgique. Voilà, je voulais vous le dire. Eh bien, la Belgique t'aime beaucoup aussi. Et tu as des remerciements de tout le monde dans le chat. Je vais pas tous les lire parce que vous êtes vraiment beaucoup. Et les chroniques du polar. Hâte de te retrouver prochainement, Nathalie. Alors, 10 et 11 novembre pour Mons. Ça, c'est les nuits. Oui. Oui. Je suis le 10. Hâte de lire tes romans. Ça aussi, c'est un message que j'ai beaucoup vu passer ce soir et ça me fait plaisir. Je serais curieux de savoir par lequel vous allez commencer, si vous avez découvert ce soir ou en replay, Nathalie. N'hésitez pas à me dire par quoi vous commencez. Moi, je sais par quoi je vais commencer, mais ça, je vous le dis pas. C'est un immense plaisir de t'écouter, nous dit Vi. Oui, hâte de te retrouver également, Nelly. Locat, merci Nathalie de partager ses réflexions. Hâte de vous retrouver. Bref, que du bon. Et comme tu disais, un coup de boost. Moi aussi, ça fait ça tous les jeudis grâce à vous. Et donc, on est reparti. Très chouette entretien pour Ayapuka. Merci beaucoup. Les messages sont unanimes. Merci beaucoup, Nathalie.
Au-delà des Encore problèmes techniques qu'on a eu début de semaine, on a trouvé les solutions. Et ça, c'est beau. Il y a toujours des solutions. Merci Je beaucoup. vais Et puis, appuyer. repose-toi bien. Oui, promis. Je C'est vais toi qui appuyer sur le. raccroches. C'est moi qui raccroche. Plein de bisous à tout le monde et à très bientôt. Merci encore. Merci Frédéric. Merci à tout le monde. Avec beaucoup, beaucoup de plaisir.